Au dîner de famille, ma mère a déclaré « Ta sœur a toujours été notre pilier ». Tout le monde a applaudi. Je me suis penchée en arrière et j'ai répondu « Parfait. Alors elle gérera le « Où est ton loyer ?» Ah, c'est vrai? C'est exactement comme ça que l'explosion a commencé. Pas avec un cri, mais avec une simple phrase qui a fait taire tout le restaurant. L'histoire que je vais vous raconter est celle de la façon dont j'ai été poussée à bout, et comment j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Avant de commencer, je suis curieuse. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Mon nom est Aliénor, j'ai 31 ans, et je suis architecte. Je construis des bâtiments pour gagner ma vie. Des structures logiques, solides, où chaque ligne a un but et chaque angle est calculé. Mais ma propre famille est une ruine que j'essaie sans cesse d'étayer avec des billets de banque. Ce soir-là, nous étions au cœur du Vieux Lyon, dans un bouchon lyonnais traditionnel. Les murs en pierre, les nappes à carreaux rouges et blancs, l'odeur du gratin dauphinois qui flottait dans l'air, tout était conçu pour évoquer la chaleur et la convivialité. Une mascarade parfaite. À notre table, l'air était glacial. C'était l'anniversaire de ma cousine Adélie, une âme douce prise au piège dans notre théâtre familial. Mes parents, Bernard et Martine, arboraient leur sourire de façade, ce qu'ils sortent pour les grandes occasions, conçus pour masquer les fissures. Adélie, assise en bout de table, essayait de maintenir une conversation légère, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. Et puis, il y avait ma sœur, Coralie. Elle est arrivée en retard, comme toujours, faisant une entrée remarquée. Un tourbillon de cheveux blonds, un rire un peu trop fort, et cette confiance en elle qui n'appartient qu'à ceux qui n'ont jamais eu à payer leurs propres factures. Elle s'est assise en face de moi, son regard balayant la table avant de s'arrêter sur moi. Le prédateur qui a repéré sa proie. Je m'étais promis de rester silencieuse. Sourire, hocher la tête, payer ma part et rentrer chez moi, dans mon appartement calme du quartier de la Croix-Rousse. C'était le plan. Mais Coralie n'aime pas les plans qui ne tournent pas autour d'elle. Le plat principal venait d'être servi. Un silence s'était installé, le genre de silence qui précède une attaque. Elle s'est penchée en avant, un sourire narquois étirant ses lèvres. Alors, Aliénor, a-t-elle commencé, sa voix portant juste assez pour que toute la table l'entende. Toujours pas de cavalier à nous présenter? Où est ton plus sain? Mon père a eu un petit rire étouffé. Ma mère a souri, un sourire de pitié. Pour eux, c'était une blague inoffensive, une petite pique fraternelle. Mais pour moi, c'était la 1000e coupure. Une goutte de poison dans un verre déjà plein. D'habitude, j'aurais senti la chaleur monter à mes joues. J'aurais bafouillé une réponse, ou je me serais contentée de sourire et de changer de sujet. Mais pas ce soir. Ce soir, quelque chose était différent. Une sorte de calme étrange, presque glacial, s'est emparé de moi. J'ai posé ma fourchette. Lentement. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard suffisant. Tu as raison, Coralie, ai-je dit, ma voix étonnamment douce. Personne ne veut sortir avec une maniaque du contrôle. Puis, après une pause calculée, j'ai ajouté, tout comme personne ne veut payer ton loyer de 850 €. Son sourire a vacillé. Juste une seconde. Quoi, a-t-elle lâché, à moitié en riant. Je me suis penchée à mon tour, mon propre sourire se dessinant. Oh, c'est vrai. C'est moi qui le paie. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était magnifique. Le sang a quitté le visage de Coralie. Mes parents se sont figés. Même Adélie a arrêté de manger, les yeux écarquillés. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Le clic doux du déverrouillage a résonné dans le silence. En fait, ai-je continué en ouvrant mon application bancaire, je le payais. Au passé. Quelques tapotements sur l'écran. Un glissement de doigts pour annuler le virement permanent. Un autre pour suspendre la carte de crédit associée à ses factures d'électricité et d'Internet. Voilà. C'est fait. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas, à côté de mon assiette. Tu n'es pas sérieuse, a murmuré Coralie, sa voix tremblante. Oh, si. Je le suis. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Aliénor,
ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Non, l'ai-je coupé, ma voix toujours calme mais tranchante comme une lame. C'est exactement le moment et l'endroit. Quand elle s'est moquée de moi, tout le monde a ri. Pendant 2 ans, quand elle a profité de moi, tout le monde a regardé ailleurs. Mais maintenant que le robinet financier est fermé, ça devient soudainement inapproprié? Le sourire de Coralie s'était évaporé. À cet instant, ils ont compris que quelque chose avait changé pour de bon. Mais pour comprendre la bombe que je venais de lâcher, il faut revenir 2 ans en arrière, au jour où j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, lui ouvrir ma porte. Tout a commencé par une nuit de novembre, 2 ans plus tôt. Une de ces pluies lyonnaises fines et pénétrantes qui semblent s'infiltrer jusqu'aux os. J'étais rentré tard du bureau, épuisé par un appel d'offres, ne rêvant que d'un thé chaud et du silence de mon appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est alors qu'on a sonné à ma porte. Derrière, se tenait Coralie. Trempée, les yeux rougis par les larmes, serrant contre elle un sac de course contenant quelques vêtements et une plante d'intérieur à l'agonie. L'image même de la détresse. Elle m'a raconté son histoire entre 2 sanglots. Son petit ami l'avait quittée. Elle avait démissionné de son travail à cause d'un manager toxique. Elle n'avait nulle part où aller. Juste un mois, Ali, a-t-elle supplié, utilisant le surnom de notre enfance, une tactique bien rodée pour faire fondre mes défenses. Juste le temps que je me remette sur pied. J'aurais dû dire non. Une partie de moi, la partie logique, l'architecte, hurlait de dire non. Mais la culpabilité est une langue que ma famille parle couramment, et j'ai été éduquée pour la comprendre parfaitement. Je me suis souvenu de ce vase cassé quand nous avions 10 ans, un héritage de notre grand-mère. C'était elle qui l'avait fait tomber en courant dans le salon. Mais quand nos parents sont arrivés, furieux, c'est moi qui avais dit que c'était ma faute. J'avais pris la punition, juste pour que les cris s'arrêtent. J'ai passé ma vie à encaisser les chocs pour elle, à lisser les angles pour maintenir une paix fragile. Alors, ce soir-là, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée et a poussé un soupir de soulagement, comme si elle venait d'arriver dans un spa 5 étoiles. « Tu me sauves la vie », a-t-elle murmuré, ses yeux balayant déjà mon appartement. C'est si propre. On dirait un hôtel. Tu vis ici où tu ne fais que travailler et nettoyer? J'ai esquissé un sourire. Je vis ici. Et je travaille pour que ça reste comme ça. En quelques jours, mon canapé est devenu son lit, mon frigo son garde-manger, et mon Wi-Fi son compte Netflix personnel. Les promesses fusaient. Je te rembourserai dès que je trouverai un travail, c'est promis. Le mot « dès que » était son arme secrète. Il contenait juste assez d'espoir pour me faire patienter. Le premier mois, je n'ai rien dit. Le deuxième, j'ai commencé à sentir le poids financier. J'ai trouvé un petit appartement pour elle près de chez moi, et j'ai payé sa caution et son premier mois de loyer. Un coup de pouce pour l'aider à démarrer. C'était censé être un pont pour l'aider à traverser une mauvaise passe. Je ne savais pas que je venais de construire un pont qu'elle allait emprunter pendant 2 ans, en me laissant payer le péage. Les excuses sont devenues de plus en plus créatives. Le premier job potentiel est tombé à l'eau. Le deuxième ne correspondait pas à ses aspirations. Puis elle a décidé de se lancer en freelance, une excuse parfaite pour ne jamais avoir de revenus stables. C'est là que mes parents sont entrés en scène. Les appels ont commencé. D'abord ma mère, Martine, avec sa voix douce et manipulatrice. Ma chérie, elle a eu une période si difficile. Tu as un travail stable, tu peux bien l'aider un peu. La famille, c'est fait pour ça. Puis mon père, Bernard, plus direct, presque accusateur. Tu as de la chance de ne pas avoir d'enfant, Aliénor. Tu ne sais pas ce qu'est le vrai stress. Arrête d'être égoïste. Égoïste. Le mot était lâché. L'arme nucléaire de notre arsenal familial. Et ça a fonctionné. Je me suis sentie coupable d'avoir une vie stable, d'avoir travaillé dur pour l'obtenir. Alors, j'ai cédé. J'ai mis en place un virement automatique pour son loyer. 850 €. Chaque mois. Au début, je me suis dit que c'était temporaire. Mais le temporaire a une façon de devenir permanent quand on ne fixe aucune limite. Coralie, elle, savait qu'elle avait gagné.
Elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle avait transformé ma gentillesse en obligation, ma culpabilité en un droit acquis. Et le pire, c'est que je l'avais laissé faire. Le premier virement pour son loyer était censé être un pont pour l'aider à traverser une mauvaise passe. Je ne savais pas que je venais de construire un pont qu'elle allait emprunter pendant 2 ans, en me laissant payer le péage. Que se passe-t-il lorsque ce pont devient une autoroute à sens unique? Les mois se sont transformés en une année, puis 2. Le virement mensuel de 850 € était devenu une partie si normale de mon budget que j'avais presque oublié qu'il existait, comme un impôt silencieux prélevé sur ma vie. Mon appartement était redevenu mon sanctuaire, mais ma tranquillité d'esprit, elle, était constamment hypothéquée. La petite aide avait muté. C'était devenu un monstre insatiable. Après le loyer, il y a eu les factures. D'abord un appel paniqué. Ali, ils vont me couper l'électricité, je suis à découvert. Tu peux juste avancer cette fois? J'ai payé. Puis ce fut la facture d'Internet. J'en ai besoin pour chercher du travail, a-t-elle argumenté. J'ai ajouté le paiement à mes prélèvements automatiques. Bientôt, je payais son loyer, son électricité, son Internet, et même son forfait téléphonique. Mon compte en banque était devenu son filet de sécurité personnel. Chaque dépense était justifiée par une nouvelle crise, un nouveau drame, une nouvelle promesse de « se remettre sur pied le mois prochain ». Le mois prochain n'arrivait jamais. Pendant ce temps, sa vie, financée par mon travail, semblait bien plus excitante que la mienne. Sur les réseaux sociaux, elle postait des photos de soirées, de nouveaux vêtements, de week-ends entre amis. Quand j'ai osé lui en parler, la réponse a été immédiate et brutale. « Tu veux que je reste enfermée chez moi à déprimer? C'est ça que tu veux? J'ai besoin de voir des gens, de garder le moral. Tu ne comprends pas, tu as tout ce que tu veux. » Mes parents, bien sûr, la soutenaient. Laisse-la vivre un peu, Aliénor. Elle est jeune. Elle avait 29 ans. À peine 2 ans de moins que moi. Mais dans leur esprit, elle était restée l'enfant fragile, et moi, le pilier insensible. La dynamique était si profondément ancrée qu'elle était devenue invisible pour eux. Le point de rupture a commencé à se dessiner un mardi matin. En consultant mes factures en ligne, j'ai remarqué une anomalie. La facture d'Internet de Coralie avait doublé. Curieuse, j'ai regardé les détails. Elle était passée à un abonnement fibre ultra rapide, le pack gamer ultime. J'ai aussi remarqué que la consommation électrique était anormalement élevée, et que des abonnements à toutes les plateformes de streaming imaginables y étaient liés, Netflix, Disney+, Amazon Prime, OCS, tous sous mon nom. Mais le vrai choc est venu de mon relevé de carte de crédit. Celui que j'avais stupidement laissé associé à son compte de facturation, en cas d'urgence. Une ligne a attiré mon attention. Une dépense de 420 €. Le libellé était simple, table VIP, le sucre. Le sucre, c'était une boîte de nuit branchée sur les toits de la Confluence à Lyon. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, le souffle coupé. 420 €. C'était la moitié de son loyer. C'était plus que ce que je dépensais pour mes propres loisirs en un mois. Ce n'était pas une urgence. C'était une insulte. J'ai appelé Coralie immédiatement. Ma voix était tendue. « Salut, Ali. Tout va bien ?» Sa voix était enjouée, faussement innocente. « C'est quoi, cette table VIP, à 420 €? » Un silence. Puis un petit rire nerveux. « Oh, ça? C'est juste un truc avec des amis. On a fêté un anniversaire. » Avec ma carte de crédit? Oh, j'ai dû me tromper de carte en payant. Je te rembourserai. Je savais qu'elle mentait. Je le sentais dans chaque fibre de mon être. Je savais que ce remboursement n'arriverait jamais. Coralie, c'est la moitié de ton loyer. L'argent que je te donne est pour que tu survives, pas pour que tu réserves des carrés VIP. Le ton de sa voix a changé. Le charme a laissé place à l'agressivité. Oh, ça va. Arrête de fliquer mes dépenses. C'est mon argent une fois que tu me le donnes. Tu es juste jalouse parce que tu n'as pas de vie sociale. J'ai raccroché, le cœur battant de rage. Mais je n'ai rien annulé. Pas encore. La peur du conflit,
la peur des appels de mes parents, la peur d'être l'égoïste, était plus forte que ma colère. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la prochaine humiliation ne se ferait pas par téléphone, mais en public, et qu'elle serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Que auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, entendre d'autres perspectives peut nous aider à voir plus clair dans notre propre chaos. Quelques semaines avant le fatidique dîner d'anniversaire d'Adélie, j'ai reçu un email qui a tout changé. L'expéditeur était un certain Monsieur Roche, gestionnaire de l'immeuble de Coralie. L'objet était clair, avis de retard de paiement, loyer. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert l'email. Il était adressé à Coralie, mais j'étais en copie. Mon nom était listé comme « contact secondaire ». J'ai lu le texte 3 fois. Le loyer du mois, que j'avais viré comme d'habitude le premier du mois, n'avait pas été payé. Elle était en retard de 2 semaines. La rage que j'avais ressentie en voyant la facture du club VIP n'était rien comparé à ça. Ce n'était plus de l'insouciance, c'était un mensonge délibéré. Elle prenait mon argent et l'utilisait pour autre chose, tout en me laissant potentiellement responsable en tant que contact. J'ai vérifié mon compte. Le virement de 850 € était bien parti. Mais où était-il allé? J'ai appelé Coralie. Pas de réponse. J'ai laissé un message. Pas de rappel. J'ai décidé que je ne pouvais plus gérer ça seule. La confrontation privée avait échoué. J'allais rendre le problème public, du moins au sein de notre cellule familiale toxique. Le dimanche suivant, il y avait le déjeuner hebdomadaire chez mes parents à Villeurbanne. J'ai imprimé l'email de Monsieur Roche, je l'ai plié en 4 et je l'ai mis dans mon sac. C'était ma pièce à conviction. L'ambiance était la même que d'habitude. Mon père lisait le journal, ma mère s'affairait en cuisine. J'ai attendu que nous soyons tous assis à table. J'ai attendu que ma mère pose le rôti fumant au centre. Puis, j'ai sorti la feuille de papier de mon sac et je l'ai posée sur la table, entre la salière et la poivrière. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père, fronçant les sourcils. Une preuve que Coralie ne paie pas son loyer. Même si moi, je le paie. Ma mère a pincé les lèvres, son visage se fermant instantanément. Aliénor, pourquoi est-ce que tu veux humilier ta sœur comme ça? Ce n'est pas le moment. L'humilier? Maman, elle est à 2 doigts de se faire expulser. C'est moi son contact d'urgence. J'essaie d'éviter ça. C'est à ce moment-là que Coralie est entrée. Elle portait une nouvelle veste en cuir, une de celles qui coûtent une fortune. La veste que je lui avais offerte pour Noël, après qu'elle m'ait supplié en disant qu'elle en avait besoin pour ses entretiens d'embauche. Elle a vu le papier sur la table, a vu nos visages tendus, et son expression a changé. Elle est passée de l'insouciance à une posture défensive. « Waouh » a-t-elle dit avec un petit rire méprisant. « On est au tribunal maintenant? Tu transformes vraiment un déjeuner de famille en procès? » Je l'ai ignoré et j'ai regardé mes parents. Je veux savoir où est passé l'argent. Ma mère a jeté un regard à la feuille. J'ai vu une fraction de seconde d'inquiétude réelle dans ses yeux. Juste une fraction. Puis Coralie a commencé à parler, et le visage de ma mère s'est à nouveau transformé en un masque de protection maternelle. Coralie a soupiré de manière théâtrale. C'est une erreur administrative. J'ai déjà réglé ça. Aliénor est paranoïaque. Puis elle s'est tournée vers moi, et son regard est devenu mauvais. Vraiment mauvais. Tu es juste aigri parce que tu es seul et que tu n'as rien de mieux à faire de ton argent que de contrôler la vie des autres. Le silence est tombé sur la table. C'était l'insulte ultime. L'arme qu'elle utilisait toujours quand elle était acculée. Elle prenait ma plus grande insécurité et la transformait en une arme contre moi. Et mes parents la laissaient faire. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. La dernière digue a cédé. J'ai regardé Coralie, non pas avec colère, mais avec une clarté froide et absolue. Tu as 2 semaines, ai-je dit, ma voix calme et sans appel. Après ça, c'est fini. Le loyer, les factures, le téléphone. Tout. Ma mère a eu un hoquet. Mon père m'a regardé comme si j'étais un monstre. Coralie a ricané. Tu bluffes. Tu craques toujours. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée,
j'ai pris mon sac, et je suis partie, laissant le rôti intact. En quittant la maison de mes parents ce jour-là, un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la tristesse, mais de la détermination. J'allais enfin tracer une ligne. Mais je n'avais aucune idée à quel point Coralie serait prête à aller loin pour l'effacer. Ce qu'elle a fait ensuite dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. La semaine qui a suivi le déjeuner du dimanche a été silencieuse. Un silence de mort, lourd de menaces. J'ai commencé, discrètement, à démêler les fils financiers qui me liaient à Coralie. J'ai changé mes mots de passe, j'ai contacté ma banque. Je me préparais à la guerre. Au travail, j'étais sous une pression énorme. Mon agence d'architecture était en compétition pour le projet de rénovation d'un bâtiment historique à Lyon. C'était ma chance, la première fois que je dirigeais une proposition aussi importante. Si nous gagnions, cela signifiait une promotion, le poste de chef de projet que j'attendais depuis des années. Toute mon énergie était concentrée là-dessus. La présentation finale devant le client avait lieu un jeudi après-midi. Mon équipe et moi avions travaillé jour et nuit. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. C'était l'aboutissement de mois de travail. J'étais au milieu de ma présentation, expliquant nos plans, quand la réceptionniste est entrée dans la salle de réunion, le visage blême. Elle s'est approchée de moi et m'a chuchoté à l'oreille. « Aliénor, c'est un appel urgent de l'hôpital Édouard Herriot. C'est à propos de votre mère. » Le monde s'est arrêté. Le sang a glacé dans mes veines. J'ai regardé les visages des clients, les plans sur la table, et tout est devenu flou. « Excusez-moi, ai-je réussi à articuler. Je dois y aller. » Je me suis précipitée hors de la salle, laissant mon équipe en plein désarroi. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et j'ai couru vers ma voiture. Pendant le trajet de Pardieu à l'hôpital, un trajet qui m'a paru durer une éternité dans le trafic lyonnais, mon esprit tournait à vide. Un accident? Une crise cardiaque? J'imaginais le pire. J'ai trouvé une place en double file devant les urgences et j'ai couru à l'intérieur. J'ai donné le nom de ma mère, Martine, à l'accueil. L'infirmière a tapé sur son ordinateur, a froncé les sourcils. « Nous n'avons aucune patiente à ce nom, madame. »« C'est impossible, » ai-je dit, la panique montant dans ma gorge. « On vient de m'appeler. »« Un accident. »« Êtes-vous sûr du nom ?» J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, pour appeler mon père. Pas de réponse. J'ai essayé ma mère. La sonnerie a duré une éternité. Puis, sa voix, claire et enjouée. « Allô, ma chérie ? Maman ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je suis au centre commercial de la Pardieu. Je fais les soldes. Pourquoi ? Tout va bien ? J'ai regardé le téléphone. J'ai regardé le hall des urgences. Et j'ai compris. Le souffle m'a manqué. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte de sabotage. Coralie. Elle savait pour ma présentation. Elle savait ce que cela représentait pour moi. C'était sa vengeance. Froide, calculée, cruelle. Je suis retournée à ma voiture, le corps vidé de toute adrénaline, ne laissant place qu'à un vide glacial. J'ai mis plus d'une demi-heure à retourner au bureau. La réunion était terminée. Les clients étaient partis. J'ai trouvé mon équipe en train de ranger. Isabelle, une collègue plus âgée et une amie, s'est approchée de moi. Alors, m'a-t-elle demandé doucement. Je lui ai raconté. Je m'attendais à de la pitié, mais son visage s'est durci de colère. Ma famille est cinglée aussi, m'a-t-elle dit. Je reconnais le sabotage quand je le vois. Ne la laisse pas détruire ce que tu as bâti. Elle m'a expliqué qu'elle avait réussi à reprendre la présentation et à sauver les meubles, mais que mon absence soudaine avait laissé une mauvaise impression. Nous avions probablement perdu le projet. Grâce à Isabelle, j'ai évité une catastrophe professionnelle totale. Mais cette attaque m'a montré une chose, Coralie n'était pas juste une profiteuse. Elle était devenue dangereuse. Sa soif de vengeance était sans limite, et elle ne faisait que commencer. Comment se défend-on contre quelqu'un qui est prêt à tout brûler, y compris votre avenir ? L'échec du projet a été un coup dur, mais la prise de conscience qui l'a accompagné a été bien plus violente.
La ligne avait été franchie. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de survie. Ma survie émotionnelle et professionnelle. Coralie ne cherchait pas seulement à me faire payer, elle cherchait à me détruire. Et elle allait utiliser notre famille comme son armée personnelle. La campagne de terreur a commencé le soir même. Mon téléphone s'est transformé en une arme de harcèlement de masse. D'abord, un groupe de discussion créé par ma mère, intitulé « Urgence familiale ». Le premier message, nous devons tous nous serrer les coudes autour de Coralie en ces temps difficiles. J'ai regardé le message, incrédule. C'était moi qui venais d'être sabotée, mais c'est elle qui avait besoin de soutien. Puis, les messages de mon père. Des sermons sur la loyauté, sur l'honneur de la famille, sur ce que notre grand-mère aurait pensé de mon comportement impitoyable. Ils ne savaient rien de l'appel à l'hôpital. Ou s'ils le savaient, ils avaient choisi de l'ignorer. C'était plus facile de me diaboliser que d'admettre la monstruosité de leur autre fille. Coralie, elle, a alterné les tactiques. D'abord, les messages vocaux larmoyants. Sa voix, pleine de sanglots forcés, remplissait ma messagerie. Ali, tu n'es pas seulement ma sœur, tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je fais des crises d'angoisse à cause de toi. Quand ça n'a pas marché, la tristesse a laissé place à la rage. Tu as toujours eu besoin de te sentir supérieur, avoue-le. Ça te fait plaisir de me voir à terre. Je n'ai répondu à rien. Chaque message non lu, chaque appel ignoré était une petite victoire. Je me construisais une forteresse de silence. Mais Coralie n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine après le sabotage, la terreur est montée d'un cran. Un jeudi matin, j'ai reçu une alerte de ma banque par SMS. Une demande de crédit à la consommation à votre nom a été initiée. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, veuillez nous contacter immédiatement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Elle avait utilisé mes informations personnelles, probablement récupérées sur de vieux documents, pour tenter d'ouvrir un crédit à mon nom. J'ai passé ma matinée au téléphone avec la banque, à faire opposition, à expliquer la situation. Le conseiller a été compréhensif. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez dans les cas de conflits familiaux, m'a-t-il dit. Cette phrase m'a glacée. J'étais devenue une statistique, un cas de conflit familial. J'ai immédiatement pris des mesures plus drastiques. J'ai gelé mon crédit, j'ai changé tous mes comptes, j'ai mis des alertes sur la moindre transaction. Chaque étape était épuisante, une corvée administrative née de la malveillance de ma propre sœur. Le coup de grâce est arrivé le vendredi après-midi. Un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mademoiselle Aliénor ? Ici Monsieur Roche, le gestionnaire de l'immeuble de votre sœur. Sa voix était professionnelle, mais je pouvais déceler une pointe de lassitude. Je vous appelle car, comme vous le savez, le loyer est maintenant en retard de près d'un mois. Une procédure d'expulsion va être lancée. Vous êtes listé comme contact secondaire ? Je l'ai interrompu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Monsieur Roche, je ne suis ni sa garante, ni sa mère, ni sa banque. Je suis simplement une victime dans cette histoire. Veuillez faire votre travail, et veuillez, s'il vous plaît, supprimer définitivement mon nom et mes coordonnées de ce dossier. Il y a eu une pause. Puis, un petit rire presque amusé. Bien reçu, mademoiselle. Bonne journée. Clic. Chaque appel bloqué, chaque tentative de fraude signalée, était comme retirer une épine de ma peau. Je commençais à respirer. Mais la dernière confrontation, la plus laide de toutes, devait encore avoir lieu, non pas au téléphone, mais sur le pas de ma porte. Comment réagit un animal sauvage lorsqu'il est acculé ? J'allais bientôt le découvrir. Le calme n'a duré que 24 heures. Le samedi matin, alors que je savourais la première gorgée de café dans le silence retrouvé de mon appartement, on a martelé à ma porte. Pas sonné. Martelé. Des coups sourds et furieux qui ont fait vibrer le mur. Je n'ai même pas eu besoin de regarder par le Judas. Je savais. J'ai ouvert la porte. Coralie se tenait là, les yeux injectés de sang, les cheveux en bataille. Elle tenait à la main un papier froissé. L'avis d'expulsion. L'arme du crime qu'elle retournait contre moi.
Tu as fait ça, a-t-elle crié, sa voix rauque de rage. C'est ta faute. Il me donne jusqu'à la fin du mois pour payer 2 mois de loyer, sinon je suis à la rue. Tu vas me donner cet argent. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Le ton d'une personne qui a tellement l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut qu'elle ne peut même pas concevoir le refus. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, bloquant le passage. J'ai regardé ma sœur, la vraie, pas celle des photos Instagram ou des déjeuners de famille. J'ai vu une femme consumée par le droit acquis, incapable de voir sa propre responsabilité dans le désastre de sa vie. Et pour la première fois, je n'ai ressenti ni pitié, ni culpabilité. Juste une immense lassitude. Et une froide résolution. Non, ai-je dit. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Un mot si simple, mais que je n'avais jamais osé lui dire. Elle a eu l'air abasourdie, comme si je venais de lui parler dans une langue étrangère. Quoi? Non, Coralie. Je ne te donnerai pas d'argent. Son visage s'est décomposé. L'incrédulité a laissé place à une fureur pure. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. C'est exactement pour ça que je te fais ça. Ma voix était calme, presque détachée. Je t'ai soutenu. Je ne te laisserai plus te noyer. Il est temps que tu apprennes à nager. Apprendre à nager? Mais je n'ai rien. Tu m'as tout pris. Je ne t'ai rien pris, Coralie. J'ai juste repris ce qui était à moi. Ma vie. Mon argent. Ma tranquillité d'esprit. Je l'ai regardée de la tête aux pieds. Elle portait toujours la veste en cuir que je lui avais offerte. Une montre de marque à son poignet, un cadeau de son ex-petite amie. Vends la veste. Vends la montre. Appelle tes amis du club, ceux de la table VIP à 420 €. Tu te débrouilleras. C'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a scellé son sort. Elle a poussé un cri de frustration. Je ne vais pas brader ma vie pour payer un loyer. J'ai eu un sourire triste. Tu as bradé la mienne pendant 2 ans. Et sur ces mots, j'ai commencé à refermer la porte. Lentement. Elle a tenté de la retenir. Aliénor, non. S'il te plaît. La fureur avait disparu, remplacée par une panique authentique. La panique de quelqu'un qui réalise que le filet de sécurité a vraiment disparu. Mais il était trop tard. J'ai fermé la porte jusqu'au bout. Le clic de la serrure a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. Elle a martelé la porte encore une fois, un cri rageur, puis je l'ai entendu s'éloigner dans le couloir, ses pas lourds de défaite. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un dernier message de ma mère. Si elle se retrouve à la rue, ce sera sur ta conscience. J'ai tapé une réponse, sans même réfléchir. Si elle se retrouve à la rue, ce sera sur son bail. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert la conversation de groupe famille, et j'ai cliqué sur « Quitter ». Le silence qui a suivi le départ de Coralie était assourdissant. La guerre était terminée. Ou du moins, je le croyais. Car mes parents avaient une dernière carte à jouer, le « dîner de la stratégie familiale ». Ils n'avaient pas encore compris que j'avais changé les règles du jeu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'invitation est arrivée par email, envoyée par mon père. L'objet, réunion familiale stratégique. En pièce jointe, un document Word intitulé « Ordre du jour ». J'ai failli éclater de rire. Mon père, un cadre à la retraite, essayait de gérer l'implosion de notre famille comme une restructuration d'entreprise. L'ordre du jour était surréaliste. Présentation de la situation actuelle, logement de Coralie. Proposition d'un plan de transition sur 90 jours. Discussion sur les attentes familiales et la solidarité. Clôture et validation du plan. C'était si absurde, si déconnecté de la violence émotionnelle des dernières semaines, que j'ai su que je devais y aller. C'était la confrontation finale. Pas une bataille de cris et de larmes, mais une bataille de récits. Leur récit d'une famille unie et solidaire contre mon récit de 2 années d'exploitation.
J'ai répondu à son email par une seule phrase, je serai là. Mais je ne viendrai pas avec mon chéquier. Pendant les 2 jours qui ont précédé le dîner, je ne me suis pas contentée d'attendre. J'ai préparé mon propre dossier. Pas un ordre du jour, mais un dossier de preuve. J'ai passé des heures à éplucher 2 ans de relevés bancaires. J'ai imprimé les virements de loyer. J'ai surligné les factures d'électricité et d'Internet. J'ai imprimé la capture d'écran de la fameuse « table VIP » à 420 €. J'ai imprimé les emails de Monsieur Roche. J'ai même imprimé les captures d'écran des posts Instagram de Coralie, ceux où elle paradait avec de nouveaux achats alors qu'elle était censée être en difficulté. J'ai tout mis dans un classeur noir. C'était le livre de compte de ma servitude. Le dimanche soir, je suis arrivée chez mes parents. L'atmosphère était encore plus tendue que d'habitude. Ma mère avait préparé un plat réconfortant, un bœuf bourguignon, comme si un bon repas pouvait effacer des années de dysfonctionnement. Coralie était là, assise sur le canapé. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient cernés, mais elle portait un maquillage impeccable. La victime parfaite. Mon père nous a fait asseoir à la table de la salle à manger, comme pour une réunion du conseil d'administration. Il avait même imprimé son ordre du jour et l'avait placé devant chaque assiette. Il a commencé son discours, parlant de « temps difficile », de la nécessité de « trouver une solution constructive ». Puis il a exposé son « plan de transition ». C'était simple, je devais couvrir le loyer de Coralie pendant encore 3 mois. Juste 90 jours, a-t-il dit. Le temps qu'elle se stabilise. C'est raisonnable. Ma mère a enchaîné, sa voix douce et suppliante. Ma chérie, sois raisonnable. C'est ta sœur. Tu sais qu'elle n'est pas aussi forte que toi. J'ai écouté tout cela sans dire un mot. J'ai attendu qu'ils aient fini. J'ai attendu que le silence s'installe. Puis, j'ai posé mon classeur noir sur la table. Le bruit sec a fait sursauter ma mère. J'ai ouvert le classeur et je l'ai fait glisser vers le centre de la table. J'ai été raisonnable pendant 730 jours, ai-je dit, ma voix calme. Voici à quoi ressemble ma raison. Mon père a pris le classeur, intrigué. Il a commencé à tourner les pages. Son expression a changé. La confiance a laissé place à la confusion, puis à un malaise évident. Ma mère s'est penchée pour regarder par-dessus son épaule. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en voyant les relevés bancaires, les factures, les photos. J'ai laissé les documents parler d'eux-mêmes pendant 1 minute. Puis j'ai parlé. 850 € de loyer par mois, pendant 24 mois. Ça fait 20 400 €. Ajoutez les factures d'électricité, d'Internet, de téléphone. On dépasse facilement les 25 000 €. Et pendant ce temps, j'ai tapoté du doigt la photo de la note du club. 420 € pour une table VIP. Ceci n'est pas de la survie. C'est du droit acquis. Coralie a essayé de protester. Tu déformes tout. Mais pour la première fois, personne ne l'a écouté. Mes parents étaient absorbés par les preuves, par la réalité froide et chiffrée de la situation. C'est alors qu'Adélie, ma cousine, qui était restée silencieuse jusque-là, a parlé. Peut-être que Coralie devrait vendre une partie de ses affaires. Cette veste en cuir, son ordinateur de jeu. Coralie a sursauté. Je ne vais pas vendre ma montre, a-t-elle craché. J'ai regardé mes parents. Si elle n'est pas prête à faire le moindre sacrifice, alors elle n'est pas sérieuse. Et moi, j'ai fini de me sacrifier pour elle. Pour la première fois, le silence à table n'était pas pesant. C'était le son de 2 années de mensonges qui s'effondraient. La bataille était gagnée. Mais la paix, elle, restait encore à trouver. Comment reconstruit-on sur des ruines? Le dîner de la stratégie n'a pas eu de clôture et validation. Il s'est terminé dans un silence pesant, le classeur noir restant ouvert sur la table comme un testament de tout ce qui avait été brisé. Je suis parti sans un mot de plus. Je n'avais pas gagné au sens où personne n'a applaudi. Mais j'avais gagné ma liberté. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Le silence de mon téléphone était presque assourdissant au début. Je me réveillais le matin par habitude, m'attendant à trouver un message de crise, une demande déguisée, une alerte de découvert. Mais il n'y avait rien.
Mon corps a mis du temps à comprendre qu'il n'était plus en état d'alerte permanent. J'ai recommencé à dormir des nuits complètes. Mon café du matin n'avait plus le goût de l'épuisement, il avait juste le goût du café. Fabien, mon petit ami, a été d'un soutien incroyable. Il était resté en retrait pendant toute la crise, respectant mon besoin de gérer cela seul, mais il avait été un observateur silencieux de mon déclin émotionnel. Un soir, alors que nous dînions sur ma petite terrasse, il m'a regardé et m'a dit « Tu as passé des années à porter un poids qui n'était pas le tien. C'est normal que la légèreté te semble étrange au début. » Ces mots étaient simples, mais ils ont touché une corde sensible. Il avait raison. J'apprenais à nouveau à marcher sans ce fardeau. Mes parents ont essayé de reprendre contact. Ma mère a commencé à m'envoyer des photos de plats qu'elle cuisinait. J'ai fait ton bœuf bourguignon préféré aujourd'hui. Tu me manques. C'était sa façon de présenter des excuses sans jamais avoir à dire les mots. Mon père m'a laissé un message vocal court. Tu avais raison sur certaines choses, Aliénor. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais plus en colère, mais j'étais prudente. La confiance, comme un bâtiment, est longue à construire mais si rapide à démolir. La reconstruction prendrait du temps. Adélie m'a appelé quelques jours après le dîner. Elle m'a dit que Coralie avait réussi à payer son loyer in extremis. Elle avait vendu la veste, l'ordinateur de jeu, et avait emprunté le reste à des amis. Elle n'avait pas remercié Adélie pour son soutien, mais Adélie s'en fichait. L'important, c'est que tu sois libre, m'a-t-elle dit. J'ai utilisé cette nouvelle liberté pour me retrouver. En tant qu'architecte, je passais mon temps à créer des espaces pour les autres. J'avais oublié de créer un espace pour moi-même dans ma propre vie. Je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir. Le contact de l'argile, le fait de créer quelque chose de beau et d'imparfait avec mes propres mains, était incroyablement thérapeutique. C'était le contraire de mon travail, pas de ligne droite, pas de calcul, juste de l'instinct. J'ai commencé à remplir ma vie de petites choses qui n'appartenaient qu'à moi. Des longues promenades avec Fabien le long des quais de Saône le dimanche matin. Des dîners improvisés avec Adélie et Isabelle. Mon canapé n'était plus un lit d'appoint. Mon salaire restait sur mon compte. Mon énergie n'était plus dépensée à colmater les brèches dans la vie de quelqu'un d'autre. Je colmatais les miennes. Des mois ont passé. L'automne a laissé place à l'hiver. Le nom de Coralie n'était plus qu'un écho lointain. Je pensais à elle parfois, pas avec colère, mais avec une sorte de distance clinique. J'avais presque oublié les détails de son visage, le son de sa voix manipulatrice. J'avais presque oublié. Jusqu'à ce que je la voie à une fête chez Adélie pour le Nouvel An. Et la femme que j'ai vue ce soir-là n'était pas celle que je connaissais. Adélie avait organisé une petite soirée pour le Nouvel An dans son nouvel appartement. L'ambiance était joyeuse et détendue. Quand je suis entrée, la première personne que j'ai vue était Coralie. Elle était près de la fenêtre, regardant la ville illuminée. Elle avait l'air différente. Plus mince, peut-être, mais c'était plus que ça. L'énergie autour d'elle avait changé. Fini la veste de créateur, le maquillage de combat, ce vernis de droit acquis qui brillait dans ses yeux. À la place, il y avait une femme qui avait l'air fatiguée, mais réelle. Humaine. Nos regards se sont croisés. J'ai senti une pointe d'appréhension. Je m'attendais à ce qu'elle détourne les yeux, ou qu'elle m'adresse un regard noir. Mais elle a simplement hoché la tête. Un simple « salut » a flotté entre nous. Nous sommes restés là, dans un silence gêné, jusqu'à ce qu'Adélie, merveilleuse Adélie, arrive avec 2 coupes de champagne. Regardez-moi mes 2 cousines préférées réunies. Santé à la nouvelle année. Nous avons trinqué, et le tintement du cristal a brisé la tension. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Coralie s'est approchée de moi alors que je prenais l'air sur le balcon. Le froid de la nuit lyonnaise était vif. J'ai vendu la montre, a-t-elle dit doucement, sans me regarder. Et le sac. J'ai même pris des gardes de nuit dans un entrepôt à Vénissieux. C'est humiliant. C'est du travail, ai-je répondu simplement. Elle a finalement tourné la tête vers moi. Ses yeux brillaient. Je suis désolée, Aliénor. Les mots étaient à peine un murmure. Je me disais que tu m'aidais parce que tu aimais tout contrôler,
que ça te donnait un sentiment de supériorité. Mais maintenant, je comprends. Tu ne savais simplement pas comment arrêter. Cette phrase m'a frappée. C'était la vérité la plus douloureuse et la plus juste que j'ai jamais entendue. Elle avait vu clair en moi, tout comme j'avais fini par voir clair en elle. Tu n'as pas tort, ai-je admis. Je ne prenais pas seulement ton argent, a-t-elle continué, sa voix se brisant légèrement. Je prenais ta tranquillité d'esprit, parce que je n'en avais aucune. C'était plus facile de vivre dans ton ordre que de faire face à mon propre chaos. Ce n'était pas une excuse. C'était une confession. Et pour la première fois, j'ai vu la jeune sœur que j'avais autrefois aimée, perdue sous des couches d'amertume et de privilèges. Quelques semaines plus tard, en parcourant distraitement les réseaux sociaux, je suis tombée sur une photo qu'elle avait publiée. Elle se tenait au milieu d'un petit appartement presque vide. Un matelas au sol, quelques meubles dépareillés. Et sur le rebord de la fenêtre, une plante verte, luxuriante. La même plante mourante qu'elle tenait dans ses bras 2 ans plus tôt, sur le pas de ma porte. Mais aujourd'hui, la plante était vivante. Elle avait survécu. J'ai ressenti une bouffée d'émotions inattendues. Ni pitié, ni suffisance. Juste, de la liberté. La sienne, et la mienne. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un court message. Fière de toi. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard. Merci pour tout. Même pour la partie difficile. Ce soir-là, allongé dans mon lit, dans le silence paisible de ma maison, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. En tant qu'architecte, j'ai appris que les fondations les plus solides nécessitent les limites les plus claires. J'ai dû appliquer cette leçon à ma propre vie. Les limites ne sont pas cruelles. Elles ne sont pas un signe de manque d'amour. Elles sont la forme d'amour la plus honnête qui soit. L'amour sans limite, ce n'est pas de la compassion. C'est une dette déguisée en dévotion. Et j'avais enfin fini de payer la mienne. Ceci était mon histoire. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Avez-vous déjà dû tracer une ligne aussi ferme avec votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul dans son combat. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre force. Merci de m'avoir écouté.